Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence de la saison Aaron Cycling qui a commencé samedi dernier. Donc n'oubliez pas de regarder l'exposition, même si elle sera là toute l'année. Ce soir, le thème est assez inédit. Je pensais que c'était une partie de l'intérêt de Cycling pour la parapsychologie qu'il était important de montrer. Et je pense que tout ce qui est paranormal a tout à fait sa place à la maison de la culture. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je vous remercie de ne pas faire de télépathie avec votre téléphone. Donc, ayez la gentillesse de l'éteindre. Vous pouvez communiquer autrement avec les gens qui sont à l'extérieur. Et je laisse la parole donc à Tal Eber-Fribolski. Et je te remercie encore d'avoir accepté ce challenge. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et merci aussi à Yitzhak qui m'a donné ce challenge. C'est-à-dire, voilà, c'était passionnant pour moi. Et bonsoir. Alors, Aaron Cycling a écrit en fait 2 grands bouquins sur la parapsychologie en hébreu. C'est là où j'entre, parce que voilà, Yitzhak avait la bonne idée que moi, je peux lire l'hébreu, alors je peux tenir une conférence sur Aaron Cycling et la parapsychologie. Alors, je vais faire le mieux, et j'ai lu, et c'est passionnant, très intéressant. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques résumés aussi, quelques analyses de ma part. Sur Aaron Cycling et ses écrits en hébreu sur la parapsychologie. Alors, tout d'abord, les bouquins eux-mêmes. Le premier, qui est un peu plus épais, est Hametziut Ha'acheret. Et on a combien d'hébraophones ici? 1, 2, 3, et demi, 4, 5. Ok, très bien. Alors, je vais peut-être lire un peu en hébreu après. Une chose. Pour aussi entendre l'hébreu de Cycling, il y a aussi du sens. Alors, on va entendre aussi Cycling. Alors, un Metziut Acheret, l'autre réalité de 67, la parapsychologie et les phénomènes parapsychologiques. Ça, c'est le sous-titre, ou bien un sous-titre un peu plus élaboré. Faits et événements du domaine de l'occulte, ainsi que leur démonstration, d'après les témoignages des personnes illustres du passé et du présent, accompagnés d'observations sur les phénomènes psychiques et leur signification. Et voilà, ça c'était 67. Et en 73, Cycling sort la parapsychologie, élaboration, deuxième volume de l'autre réalité, qui est comme c'est écrit dans le sous-titre, élaboration de la recherche sur l'occulte, discussion sur les phénomènes mystérieux que la parapsychologie ne traite pas encore, nouveau recueil de faits et de documents sur le domaine de l'occulte chez les juifs et les non-juifs, la problématique des événements supra-rationnels et leur signification, une introduction à la para-histoire à partir des faits de la parapsychologie. Das ist F. Alors, commençons par le premier. Dans l'introduction de Yitzhak Bashevis Singer au premier livre, il indique que la parapsychologie a toujours été pour Cycling l'objet d'un grand intérêt. Cycling avait l'habitude d'orienter toute conversation vers le sujet. Pour certains, ça peut être aussi pénible, pour d'autres, fascinant. Alors, Bashevis indique que sa rencontre avec Cycling a influencé son propre cheminement intellectuel et sa littérature aussi. Cette rencontre, il souligne, et la forte amitié qui s'en suivit a été pour Bashevis rien de moins qu'un acte de la providence. Ce que Cycling appelle l'autre réalité fut la thématique principale de l'œuvre littéraire des 2 écrivains. Je pense que, c'est les mots de Bashevis, je pense qu'ils ne sont pas
il n'a pas tort, et on voit l'affinité entre les deux. Mais malgré le soutien amical de Bashevis, qu'on voit ici dans son introduction, la préoccupation de Tseklin pour la parapsychologie est une manifestation de son esprit solitaire, excentrique, provocateur, voire conflictuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques repères sur ce rapport conflictuel et à ses contemporains. La croyance aux forces occultes n'est pas chez lui une croyance comme les autres. Si la foi, non seulement dans son œuvre, mais aussi comme position idéologique et intellectuelle, le sépare de la plupart des écrivains juifs de sa génération, comme Yitzhak a souligné, sa préoccupation pour la parapsychologie, son deuxième degré, l'isole complètement des opinions acceptées et du consensus. À propos de cet isolement, j'aimerais vous faire écouter 2 minutes d'une conférence sur Tseklin donnée en 1968 par Shmuel Rojansky, l'éditeur de la série monumentale Musterwerk von der jüdischer Literatur. Il parle justement de cette tendance à l'isolement en le situant parmi les courants et groupes littéraires qu'il a évités, c'est-à-dire en situant Tseklin. Aaron Tseklin ist der größte Partisan in der neuen jüdischen Literatur. Ein Alleingeher, einer, welcher ist herangekommen in der jüdischen Literatur, einer allein. In einer Zeit, wenn man hat in der jüdischen Literatur sich zugewohnt zu gehen Bechavrusse. Beim Sof von der ersten Weltmilchome ist auf der ganzen Welt geworden angenommen, als Schreibers sollen sich zusammennehmen, sollen gefunden beschlussfestige Ideen und sollen Jagdauf gehen. Also in revolutionären Russland, also in befreiten und verblutigten Polen und also in dem ruhigen, noch milchomedigen Nordamerika. Umgetum haben sich Schreibers, der Junge, sich zum Neuf genommen und nicht gegangen besonder, noch gegangen zusammen. Das Wort jung-sowjetisch, Jung-Jiddisch, Junge in Lodz, Junge in Warschau und Junge in Nordamerika ist geworden der angenommene Nussach. Aaron Tseklin ist der einzige von den größten jüdischen Schreibers, was hat gewagt, zu gehen einer allein. Einer allein gegen alle. Und alle seien gegangen gegen ihn. Aaron Tseklin ist der größte. Voilà. Et, alors, quelle diction, hein? Quelle diction. Alors, je suis sûr qu'il y a parmi nous quelques-uns qui ne comprennent pas le yiddish. Alors, en résumant, Aaron Tseklin était seul dans une période où tout le monde allait en groupe. Ok? Et voilà, je résume comme ça. Bon, et si vous n'avez pas tout compris, voilà, et ça je vais répéter cette phrase. Tous les écrivains. Et si vous voulez comprendre mieux, apprenez le yiddish. Alors, à la fin de l'enregistrement, Rojansky parle de la grande conflictualité qui entoure Tseklin. Il était contre tout le monde et tout le monde était contre lui. Avant de parler du caractère oppositionnel de son discours dans l'autre réalité, j'aimerais insister sur la signification de la provocation et de la conflictualité en soi pour Tseklin. Pour ce faire, j'aimerais évoquer Rabbi Nachman de Breslov, une des figures mystiques de l'histoire juive qui ont influencé la pensée et
et l'œuvre de Zeitlin aussi, dont il parle énormément dans ces deux bouquins. La grande affinité, voire même l'identification de Zeitlin avec Breslev est un sujet en soi. J'en parlais au séminaire sur les phomécies dans le théâtre yiddish en octobre 2018. Pour l'heure, j'aimerais seulement vous faire écouter, et voilà, 1 minute d'une conférence que Zeitlin lui-même a donnée sur Rabbi Nachman de Breslev en 62. Ceci également l'occasion d'entendre la voix de l'écrivain. Je trouve ça très important. Le contexte. Rabbi Nachman de Breslev a scandalisé à peu près tout le monde, y compris les rabbins hassidiques, quand il a rendu visite aux franquistes. Oui, tout le monde sait qui sont les franquistes. On en parlait ici très souvent. Alors. Partisan gesagt, dass Poesie and Rab Nachman, was hat in jeder Sache gesehen, ein Netzberg Kim, hat versteht sich euch die größte Machlokes, was hat herausgerufen, ausgeteilt auf einem mystischen Steger. Hat gehalten, als was größer ist der Zadik, als größer muss sein die Machlokes gegen ihn. Es wird auch viele erzählt, als noch ein goinger Mann hat gewollt auswandern in Ungarn, weil hat geglaubt, als dort, wo ist geboren geworden, in Padol, will nicht sein, wird nicht haben, kein einziger Machlokes auf sich. Und nur wenn wird kommen in ein fremdes Land, wird können erwecken Größe und tiefe Gegnerschaft zu sich, und Gegnerschaft Machlokes hat gehalten, Rab Nachman, ist nötig für den Zadik, Punkt wie Wasser ist nötig, als zu bewassern ein Bäum. Machlokes beweist die Größkeit von dem Zadik. Der Zadik, was hat nicht auf sich die Größe Machlokes, kann mit mir nicht sehen seinen eigenen Weg. Und in der Machlokes-Gruppe ist voran eine Umdeutung, als der Zadik sieht der Menschen weg. Rab Nachman, Non, désolé. was hat in jeder Sache, Ah, ouais, c'est ça. Je vois pas la fin. Ok. Et, alors, en résumant, pour Reb Nachman Breslever, le conflit, le dispute, machloikes, c'est l'essentiel. Il le faut pour son travail comme tzaddik, et c'est quelque chose qu'il a cherché. Il a même émigré en Hongrie, pour être moins entouré des amis et des connaissances, pour pouvoir provoquer davantage le conflit. Parce que c'est avec le conflit qu'on peut faire ce qu'il faut faire quand on est rabbin hassidique. Le mot que vous avez entendu plusieurs fois maintenant, eh bien, machloikes. Machloikes, dispute, querelle, brouille. Si l'on se tourne maintenant vers les 2 volumes de l'autre réalité, on constate que cet esprit de machloikes domine leur page à peu près partout. Tout le monde est contre la parapsychologie et Zeitlin est contre tout le monde. Il attaque non seulement tout qui doute de la véracité des phénomènes parapsychologiques, mais aussi ceux, soi-disant, dans son camp, qui maintiennent des positions trop scientifiques ou pas assez spirituelles. Avant de poursuivre, alors on va rester avec cette idée de machloikes, et on va le continuer dans 1 minute, mais avant de le poursuivre, qu'est-ce que c'est la parapsychologie pour Zeitlin? Qu'est-ce que c'est la parapsychologie? Alors voici une petite typologie de phénomènes parapsychologiques. Okay? La télépathie, terme du grand Frédéric Myers, qu'il cite énormément, un pionnier de la parapsychologie pour lequel Zeitlin a un énorme respect. La télépathie est la force de volonté de la pensée à traverser des vastes distances d'une personne à l'autre, d'un animal à une personne, d'une force transcendante à une personne, mais aussi à partir des objets inanimés, et comme dans la divination des sources dans le sol, la radiétésie. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez les gens qui vont comme ça? Voilà. Très bien. Alors tout ça, c'est la télépathie. Un autre phénomène central de la parapsychologie est la précognition. Je le dis bien? Oui. Merci. Qu'il faut plutôt appeler, et d'après lui, la prescopie, quand il s'agit de voir des images de l'avenir. Okay? La précognition, c'est on sait ce qui va passer, ce qui va anticipation, mais pour lui c'est
plutôt la prescopie, parce qu'il s'agit des images. Oui, il a la scopie, on le voit. Très bien. Il distingue aussi la proscopie, je dis presque proscopie, de la prophétie. Oui, parce que la prophétie, c'est plutôt une communication avec le divin, avec Dieu, mais la proscopie, pas nécessairement. Voilà. Là, je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce que voilà, c'est trop compliqué. La prescopie ou la Proscopie. La proscopie. J'ai entendu d'abord la prescopie. D'accord. Désolé, c'est ma faute. Proscopie. Alors, mais je vais en parler quand même beaucoup parce que pour lui, il y a un enjeu moral énorme quand on peut voir le futur, quand on peut prévoir l'avenir. Et voilà, c'est très intéressant, on va en parler. Un autre phénomène, je ne dis pas tout, mais voilà, est la psychométrie, c'est-à-dire la communication avec, non, ou plutôt avoir les visions des situations aussi du passé à travers des objets. C'est ça pour lui la psychométrie. Et voilà, on prend un objet, c'est un part pour le tout, oui, une synecdoche, si vous voulez. On prend un objet, avec cet objet, on peut tout d'un coup voir des images, etc. L'autoscopie, c'est là où on se voit toi-même, très souvent dans le futur. Il raconte une anecdote sur Goethe qui voit soi-même dans une situation 8 ans plus tard, et c'était très bizarre pour lui, et 8 ans plus tard, il voit qu'en fait c'était une prémonition, voilà. Et l'autoscopie peut être très souvent identifiée comme la schizophrénie, parce que voilà, c'est une des marques de la schizophrénie, quand on se voit, quand on commence à parler avec soi, mais quand on pense vraiment qu'on est là, c'est très, très dangereux. Mais voilà, mais ça peut aussi être un phénomène parapsychologique, pas du tout folle pour Zeitlin. Voilà. Et il y a les projections du passé, c'est par exemple une scène qui est arrivée au passé qui se répète, la répétition. On va encore une fois, on va aussi parler des répétitions. Et une personne qui est morte et qui a accompagné, et je pense que c'était Judith Zinger, il écrit sur Judith Zinger, il a accompagné Judith Zinger jusqu'à la porte et il a dit au revoir, et après il dit, mais attends, cette personne est morte. Il y a déjà quelques années qu'il est morte. Oui, c'était une projection du passé. Il dit en hébreu Ashlacha mit Aleph, si vous voulez. Et il y a les poltergeists, ça veut dire quelque chose, les poltergeists en français? Oui, c'est-à-dire, c'est des sortes des esprits qui bougent les choses dans la chambre. Voilà, c'est très souvent. Les esprits frappeurs. Bruyants aussi, oui. On les voit pas, mais on voit, il fait tomber le rideau 10 fois, des choses comme ça. Et bien sûr, les fantômes, qu'on peut quand même voir. Alors voilà, mais vous le connaissez. Alors, petite illustration de ce qu'on peut voir, qui est pour lui voilà, une sorte d'un phénomène ou d'une expérience parapsychologie tirée de la littérature de Zeitlin lui-même. Je n'ai pas voulu utiliser les poèmes que Yitzhak avait la gentillesse de m'envoyer hier parce que je n'ai pas les traductions et ce serait trop compliqué de les traduire moi-même, la poésie, de traduire en français. Non. Mais j'ai une traduction de Jacob Jacobson, de Jacques Mandepon, qui est traduction très belle. Et c'est aussi un avant-goût de notre pièce que nous préparons actuellement. Alors, il s'agit du premier acte. Je suis sûr que les acteurs qui sont dans la salle connaissent presque par cœur. Ils ont déjà un rouge pour ça, exactement. Alors, Jacob Jacobson en 2 mots. Premier acte, bateau dans l'Atlantique. La deuxième guerre s'éclate entre l'Angleterre et l'Empire soviétique. Il s'agit d'une pièce qui a été écrite en 1930, c'est très important de le situer. Et la seule personne dans la pièce, dans l'acte en fait, qui ne veut pas participer à la guerre, c'est le seul juif dans la pièce, Jacob Jacobson, qui essaye de convaincre tout le monde dans le bateau de se sauver et à partir d'un esprit d'eau qui vient sur le bateau. Voilà.
je vous donne pas trop parce que j'aimerais que vous allez aussi voir la pièce. Mais ça, vous allez voir pourquoi j'aime ça. Alors, Jacobson, il parle à tous ceux qui sont en haut, c'est-à-dire tout le monde sauf lui à peu près. Bonnes gens, le Seigneur des eaux est à bord. Vous voyez, il vient d'en dessous, de l'Atlantique, C'est lui qui possède encore un brin de raison et désire se sauver peut le faire. Capitaine, où le vois-tu, fou de Jacobson? Mais il est là, crie. Au feu, au feu, au feu! Qui veut se sauver? Qui se jette à l'eau? Le poète, les mains devant les yeux, il dit, il me semble que je le vois. Une blanche figure, blanche et roussillante, et j'entends des sons tintinabulants, comme ceux d'une bandoura. Jacobson. Bonne gens, Lucie, c'est sa femme. Le Seigneur des eaux ne patientera pas longtemps. Qui veut s'échapper quelques jours avant la fin des hommes? Le capitaine dit, bien, suffit. Qu'un fou de Jacobson retarde à lui seul une guerre mondiale, parce que tout le monde veut aller à la guerre. Voilà qui est un peu trop. Personne ne voit rien parmi nous, hein, n'est-ce pas? Personne n'entend. Exact? Le général est parmi nous. Oui, le général? Enfin, le général. Évidemment, personne. Et le Rukavichnikov, qu'est-ce qu'il dit? Pure folie. Peut-être je barrais ça de la pièce. Voilà. Et le poète, il dit, pardon, il me semble bien que j'entends. Il me semble que je vois. Des abîmes chantent. Une lumière aquatique apparaît. Le capitaine, vaine fantaisie, monsieur le poète. Et le poète répond, excusez-moi, poète, il se peut que j'ai rêvé. Mais lui, en montrant Jacobson, lui voit réellement. Alors voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, parmi nous, il y a les gens qui voient, et il y a les gens qui nient ce que les autres voient. Et le poète là, et Jacobson, ces deux figures, et avec d'autres capacités parapsychologiques, à voir pas seulement le futur, parce qu'on va en parler, Jacobson, il voit aussi ce qui va passer. Jacobson, c'est aussi là, et un exemple de la précognition, de la prescopie. Mais aussi le poète, il voit quelques formes, il voit quelque chose qui est au-delà de cette réalité, il voit des images de l'autre réalité. Très bien. Mais je dis machloikes. Oui, on a parlé des conflits. Alors, voici une liste récapitulative de tous ceux que Zeitlin est contre. Voilà, et dans les deux bouquins. Ok. Alors, il est contre l'essai de traiter la parapsychologie comme une science comme tous les autres. Il est particulièrement opposé à l'inclusion de la parapsychologie dans les sciences naturelles. Il condamne les chercheurs de la parapsychologie qui font tout pour donner la parapsychologie un air scientifique. À savoir, tout essai de quantifier les phénomènes surnaturels. Pour lui, seule l'observation qualitative est valable. Il est donc complètement opposé aux approches statistiques ou mathématiques dans l'étude de ces phénomènes. Il les cite énormément. Il les cite, en condamnant. Et il méprise également de l'induction, la généralisation, l'abstraction ou toute méthodologie qu'il juge trop scientifique. Il est contre tous ceux qui déclarent que les phénomènes parapsychologiques sont normaux. Au contraire, ils sont hors du normal par définition. Mais il est également contre l'avis que les phénomènes parapsychologiques sont des manifestations d'une folie. Il faut distinguer, il souligne, entre ce qui est fou et ce qui est sain, mais aussi entre ces deux
et ce qui est au-delà de toutes les deux, la folie et la santé. Zeitlin attaque toute approche matérialiste de la parapsychologie. Il consacre plusieurs pages à la critique des parapsychologistes soviétiques qui tentent de façonner une parapsychologie matérialiste et non spirituelle, conformément au marxisme-léninisme, tout en se justifiant par l'argument qu'il ne faut pas céder ce domaine à la religion. Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait des chercheurs soviétiques de la parapsychologie, peut-être dans quelques films de science fiction, comment on dit ça? Science-fiction. Mais voilà, il les cite, il les attaque. Il consacre une critique contre les théories évolutionnistes à la Darwin, qui déclare que les capacités parapsychologiques sont un résultat d'une évolution de l'espèce. Trop scientifique. La parapsychologie n'est pas un phénomène organique. Il est contre tout essai de rationaliser les phénomènes parapsychologiques. C'est pour cette raison-ci qu'il est contre la psychanalyse. Quelqu'un m'a demandé quelle est la position de Zeitlin sur la psychanalyse. Alors, il y a pas mal de pages là-dessus. Okay? Et particulièrement contre Freud, qui propose systématiquement des explications psychanalytiques aux témoignages parapsychologiques. Freud, Zeitlin propose, n'était pas insensible au surnaturel, mais pour des raisons de carrière et de réputation, a refusé d'avouer ce qu'il savait, que ces phénomènes existent. L'avouer, Zeitlin explique, aurait mis en cause la force explicative de la psychanalyse. Une chose impossible pour son grand maître. Les psychanalystes, pour lui, pour Zeitlin, sont comme dans la blague sur Herschel et Ostropoler. C'est lui qui raconte la blague, pas moi. Herschel et Ostropoler se rend chez le tailleur avec un bouton et lui demande qu'il fasse un cafetan pour lui autour de ce bouton. Voilà ce que font les psychanalystes pour Zeitlin. Au lieu d'accepter, mais c'est pas exactement l'idée de la blague, oui, le sous-verse. Au lieu d'accepter le bouton pour ce qu'il est, un phénomène parapsychologique réel, il fabrique un cafetan autour de ce bouton pour le justifier. Pour Zeitlin, l'explication parapsychologique est toujours plus pertinente de toute explication psychanalytique. On parle en grec aujourd'hui. Il ajoute qu'il n'est pas très à l'aise avec le terme parapsychologie, qu'il accepte finalement parce qu'il est devenu courant, mais qu'il préfère de manière générale parler de phénomènes psy, en utilisant la lettre grecque, psy. Il écrit en hébreu, psy, pei, samer, yud, psy. Il considère le terme paranormal comme juste, mais il n'aime pas le terme de sixième sens, parce qu'il y a plusieurs sens spirituels, pas qu'un sixième. Mais le mot, ou plutôt l'idée qu'il ne se cesse pas de nier, c'est l'idée de hasard. Il n'y a pas d'hasard dans le monde, pas de coïncidence. Tout a une raison, chaque chose, chaque événement relevant d'une prétendue coïncidence est la cause d'une interaction avec des forces occultes. Tout au long des deux volumes, il méprise ceux qui expliquent les phénomènes surnaturels par la notion du hasard. Il raconte une autre blague sur ce sujet. Quelqu'un dit à son ami, si un homme monte jusqu'au dernier étage du Empire State Building à New York et se jette par la fenêtre pour se suicider, mais au lieu de mourir, il se lève, sans blessure, comme si rien ne lui était arrivé. Est-ce que cela ne serait pas un miracle? Pas du tout, répond l'ami. Ce serait un hasard. Un hasard.
Et si la même personne monte de nouveau au dernier étage, au Empire State Building, et se jette de nouveau par la fenêtre et se lève de nouveau de la terre comme sain et sauf, est-ce que cela serait pas un miracle? Absolument, absolument pas, dit l'autre. Un pur hasard. Et s'il monte pour la 3e fois, se jette pour la 3e fois et se lève pour la 3e fois, sain et sauf, est-ce que cela aussi serait un hasard? Non, répond l'ami. Alors, ce serait quoi? Une régularité. Voilà, il ne manque pas. La conviction de Zeitlin qu'il n'y a pas de hasard explique ses positions les plus tirées par les cheveux dans son analyse des anecdotes soi-disant parapsychologiques. Si on accepte que la notion de hasard n'est rien qu'une manière que les gens ont inventée pour voiler l'autre réalité, cette position semble beaucoup moins tirée par les cheveux. Cette position explique par ailleurs sa fascination pour les fautes d'impression, Druckfehler, dans la littérature et dans la presse. Il n'y a pas de fautes dues au hasard. Son interprétation des phénomènes parapsychologiques rappelle l'approche rabbinique du Midrash vis-à-vis de la Bible. Tout ce qui semble hors de la normalité, un mot en plus, une lettre tronquée, une répétition, une ellipse, donne l'opportunité de l'interprétation, souvent spirituelle. Pour donner un exemple, dans le 2e volume, Zeitlin consacre plusieurs pages à ce qu'il appelle la parahistoire, c'est-à-dire une interprétation parapsychologique de l'histoire. Une partie importante de ces analyses consiste de la numérologie. Mais la numérologie est assez basique, si vous voulez. Il remarque, par exemple, la présence répétée du chiffre 7 dans la fin des grandes dates dans l'histoire du sionisme. 1897, premier congrès sioniste à Bâle. 1917, la déclaration Balfour. 1937, le plan de partage de la Palestine selon la commission Peel. 1947, l'adoption de la résolution 181 par l'ONU, le partage. 1967, la guerre de 6 jours et l'expansion des territoires de l'État juif. Pour lui, cela ne peut être ni non significatif, ni un hasard. Ce n'est pas la question, on peut maintenant prendre d'autres dates. Oui, où est 48, par exemple? Mais non, parce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il y a une signification. Voilà, il y a quelque chose, là-dedans. Ça, oui, ça peut être bizarre, mais si on l'accepte, on comprend, je pense, quelque chose sur le pensée de Zeitlin. Très bien, je suis bien avec le temps? Oui. Alors, comment faut-il étudier la parapsychologie? Ok, jusqu'à maintenant, c'était non. Mais il donne aussi une sorte de manifeste à propos de la manière dont la parapsychologie doit se développer. Il donne 6 points. Pas tous les points sont positifs. Il y a aussi quelques points négatifs là-dedans. Mais voilà. 1. La parapsychologie doit être basée sur les témoignages. C'est très intéressant. C'est-à-dire, il dit, par exemple, pourquoi ce n'est pas une science? C'est exactement comme des questions juridiques ou les questions aussi historiques. Ce n'est pas des sciences pour lui, l'histoire. Ce n'est pas des sciences. Parce que l'armada espagnole, la défaite de l'armada espagnole ou la guerre, la bataille d'Austerlitz, comment vous savez que ça existait vraiment? Il n'y a pas une statistique qui explique ça, il n'y a pas des formules scientifiques, physiques, non. Témoignages. Parce qu'il y a assez de gens dont la vie on respecte, qui ont dit ça, qui ont écrit ça, nous lisons ce qu'ils ont écrit, et nous faisons... comment on dit ça? Nous faisons confiance.
Voilà. Alors, c'est le témoignage. C'est la même chose sur le plan juridique. Oui, on résout les problèmes juridiques, pas avec des ordinateurs, pour l'instant, mais avec des témoignages. Et voilà, il faut établir l'autorité des témoins. Et s'il s'agit de témoins assez répandus, assez illustres, alors il faut accepter leur avis. Par exemple, prenons quelqu'un comme Goethe, qu'il prend plusieurs fois, ou Mark Twain, ou Adam, ou Bashevis Singer, pourquoi pas, ou Agnon, ou voilà. Aussi des grands rationalistes, comme Adam, par exemple, ou d'autres, les gens qu'on ne peut pas dire qu'ils sont des gens spirituels, mais s'ils trouvent dans ces écrits des témoignages parapsychologiques, voilà, quelle est la différence? Quelle est la différence? Si quelqu'un dit que voilà, il y avait ce bataille, il y avait cet fait historique, ou quelqu'un dit voilà, Goethe, qui était un grand rationaliste, il avait des côtés spirituels, mais ok, il était un grand rationaliste aussi. Il écrit que voilà, il a vu une scène de sa vie 8 ans plus tôt, et ça s'est passé exactement comme ça. Alors il ne s'agit pas d'un quelqu'un, voilà, c'est pas un rabbin sidique, on peut dire voilà. Non, c'est Goethe. Ah, voilà. C'est-à-dire, c'est pas seulement, la méthode ne doit pas seulement être quantitative et qualitative et non quantitative, mais aussi basée sur les témoignages. C'est assez logique. Voilà. La parapsychologie, okay? Il s'agit des principes. Okay? La parapsychologie ne doit pas amalgamer le spirituel au cérébral. Voilà, il ne faut pas trouver quelque chose dans le cerveau. C'est pas ça. C'est spirituel, c'est non matériel. Très bien. 3. L'étude de la parapsychologie ne doit pas amoindrir le mystère. Très important. On va l'étudier, mais pas avec le but d'amoindrir, j'ai dit bien avant, le mystère, mais au contraire. Ce n'est pas une étude avec le but de faire les choses moins mystérieuses. 4. La parapsychologie doit d'abord s'occuper de la vie après la mort. Non à partir de la philosophie ou de la religion, mais à partir de ses propres observations parapsychologiques. Et là, il y a l'idée de l'indépendance de la parapsychologie. C'est aussi les points qui suivent. Et point 5. La parapsychologie ne doit pas se considérer comme une branche de la psychologie. C'est aussi la raison pour laquelle il n'aime pas trop le terme parapsychologie. Non, c'est une autre chose, ce n'est pas une branche. Et 6, la parapsychologie ne peut progresser que si elle trouve sa justification en elle-même. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas l'éprouver avec d'autres sciences. Non, il faut que ce soit quelque chose qui est autosatisfaisant, comment on dit ça? Suffisant, autosuffisant, autarque, voilà, vous comprenez. Très bien, et je ne sais pas, j'ai le temps? Bien sûr. Ouais. Je parlais déjà plus qu'une heure. Okay. Non? Ah, le temps, ok, je vais parler moins vite alors. C'est bien. Il y a quelque chose de parapsychologique dans cette perception du temps. En fait, je voulais dire que chaque faute de français que je fais, voilà, il y a une raison. C'est une raison peut-être cachée. Il faut le chercher. Voilà, c'est une grande justification. Une raison, il y a 7 raisons. Il y a 7 raisons au moins. Peut-être 47. Ok. La vie après la mort. La raison principale de l'attrait de la parapsychologie, pour lui, c'est la possibilité de communiquer avec les morts, ou plutôt de comprendre ce qui se passe avec nous après la mort. Okay? C'est-à-dire, il dit ça pas pour lui, il dit ça de manière générale. Il pense aux autres gens qui s'intéressent à la parapsychologie, et il dit voilà, c'est la raison principale. C'est le mystère de la mort. Et il parle par exemple de Myers, de Frédéric Myers. Frédéric Myers et Henri Bergson, en fait, les deux grands théoreticiens pour lui. Il cite énormément, mais c'est les deux où il dit oui à tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire, il ne les attaque pas. Mais Myers a été attaqué, et quand il a commencé à parler de la vie après la mort, il était attaqué qu'en fait,
il est attiré par ça, par cette envie de communiquer ou de comprendre ce qui se passe avec les morts, et par sa propre culpabilité. Sens de culpabilité, il y avait une affaire romantique avec une jeune fille qui se suicidait, et voilà, un peu à cause de lui ou pas, je ne sais pas. Alors voilà, il se sent coupable, et c'est pour ça qu'il est entré dans ce domaine. Et Zeitlin dit, oui, il ne faut pas, c'est-à-dire, il le défend, mais il dit aussi quand même, c'est tout à fait normal qu'un événement pareil peut déclencher un intérêt comme ça dans la vie. Et quand on le dit, il faut bien sûr il faut penser aussi à la vie de Zeitlin. Je ne sais pas s'il était déjà un lecteur de la parapsychologie avant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas, mais c'est très clair que son destin à lui, et surtout le fait qu'il a perdu toute sa famille, et qui sont assassinés, et ils ont été assassinés par le nazisme, comment on dit ? Nazisme. Voilà, et c'est clair, et il ne le dit pas. Il le dit pas, et il y a quelques moments dans le livre où il dit, les gens me demandent, mais quelles sont tes propres expériences parapsychologiques? Et il parle de quelques-unes. Il dit, voilà, par exemple, il se souvient comme enfant à Vilnius, et que la maison a été, on dit hantée. Voilà, la maison était hantée, c'était des poltergeists. Il y avait des cris bizarres dans la nuit, et la famille se déménageait. Voilà. Mais il dit qu'il y a aussi d'autres choses dont il ne veut pas parler. Alors c'est... À quelle période il est à Vilna? Et à quelle période il était à Vilna? Comme enfant, non? À partir de... Entre 1906 et 1908 aussi. Merci. Peut-être 1905, mais pas avant. Merci. Pour voir qui peut être le poltergeist. Il faut bien calculer. Bien sûr, j'ai bien compris. Alors, c'est la seule question. J'ai bien compris, c'est pour ça que je dis à tout le monde. Tout le monde comprend la question. Très bien. Alors, voilà, c'est clair qu'il y a des choses sur lesquelles il ne veut pas trop parler. Et aussi, il parle très souvent des anecdotes qu'il donne. Il parle des grandes tragédies, et où les gens qui voient la mort de ses proches dans un rêve, et choses comme ça. Et aussi la question du hasard, c'est-à-dire il est le seul, en fait, survécu de sa famille proche. Et s'il ne veut pas accepter le hasard comme élément dans la vie, alors c'est une autre chose. Okay? C'est-à-dire son fils, sa femme, son frère, son père, tous, il a perdu tout. Et tous. Et lui, il était aux États-Unis, il a été sauvé, mais il n'y a pas d'hasard. Alors, c'est lourd. Hein? C'est pas simple. C'est-à-dire, quand on lit ces pages, il faut aussi avoir ça en tête. Et, très bien. Alors, j'ai parlé un peu de la vie après la mort. La mort. Et maintenant, le problème de la proscopie. Alors, on a parlé de manière générale, il y a un grand problème dans le déterminisme, et dans le judaïsme en particulier, mais aussi dans la philosophie générale. Et en Pirkei Avot, dans la Mishnah, il y a la citation très célèbre: « Tout est observé d'avance, mais la liberté de choisir est cependant donnée. » Voilà, c'est une manière très rusée de résoudre ce problème. Si tout est déjà prédéterminé, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une liberté d'action? Et c'est une question à la fois philosophique, à la fois religieuse, mais il veut dire, parce qu'il cherche l'indépendance de la parapsychologie, c'est aussi une question parapsychologique, indépendamment des questions philosophiques. Je ne suis pas très convaincu, mais c'est ça qu'il dit. Pourquoi? Parce que quand on voit l'avenir, quand on sait qu'on a une proscopie, on voit une image de quelque chose qui va arriver, alors on fait quoi? Est-ce qu'on peut le changer? Si on peut le changer, alors il y a des paradoxes, bien sûr.
énormément de paradoxes là-dedans. Et si on dit non, on ne peut pas le changer, est-ce que ce n'est pas la chose la plus déprimante au monde? Oui, de savoir ce qui va arriver, et voilà. Et avant de donner quelques réponses, j'aimerais encore dire quelque chose sur Jacob Jacobson. Et combien parmi vous ont lu la pièce Jacob Jacobson? Très bien. Alors je ne vais donner pas trop de spoilers, mais je vais dire comme ça. Jacob Jacobson, il est convaincu à partir du premier acte que voilà, le monde va finir. Et après, quand voilà, la guerre éclate, merci, la guerre éclate et la terre est détruite, et il commence aussi à voir, et c'est le seul qui survit, il commence à comprendre que ce n'est pas la dernière fois que ça va arriver, qu'en fait, il y a une série de répétitions et qu'un autre monde va arriver, mais ce monde va aussi être détruit exactement comme le monde qui était avant, et cela va passer encore, encore, encore et encore. Et ce n'est pas vraiment la prophétie. En fait, lire ces bouquins m'a beaucoup aidé à comprendre Jacob Jacobson. Moi, je pensais au début que c'est un prophète, mais il n'est pas prophète, parce qu'il ne reçoit aucune image de Dieu, il ne reçoit aucune communication de Dieu, il ne parle pas à Dieu. En fait, Dieu refuse de lui parler. Voilà, encore une petite spoiler, mais il a des expériences parapsychologiques. Il voit des choses. Et la grande tragédie de la pièce est en fait pas la répétition elle-même, pas la fin du monde en soi, mais la proscopie, le fait qu'on sait ce qui va arriver, on ne peut rien faire contre, et c'est ça qui détruit l'homme. Alors voilà, c'était un grand teaser, disons comme ça. Et, alors, quoi faire? Il y a un chercheur, si on peut le dire, un parapsychologiste, je ne sais pas, Alfred Winterstein, qui a fait une théorie, je parle bien sûr de ce que Zeitley nous raconte, qu'en fait, il y a des parties dans l'avenir qui sont déjà figées, qui sont déjà fixées, on ne peut pas les changer, ils sont déterminés, on peut le voir, mais il y a aussi des parties qui sont malléables. Ce n'est pas tout à fait blanc ou noir. C'est-à-dire on peut avoir une vision de l'avenir et changer une partie de l'avenir. Ça donne un grand espoir. Et il raconte, chaque fois qu'il parle d'un de ces sujets, il donne énormément d'anecdotes. Et c'est très intéressant parce qu'il donne une anecdote de Mark Twain qu'il explique avec Braslev. Et voilà, c'est-à-dire il donne énormément d'anecdotes et du corpus juif et du corpus non juif. C'est très intéressant. Et aussi de plusieurs langues. C'est assez impressionnant le nombre de langues que cet écrivain lit couramment et utilise. Voilà. Et il donne une anecdote sur un certain héros de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit pas s'il est anglais ou américain, il s'appelle Victor Goddard. Peut-être que c'est un français. Voilà. Non, je pense que c'est un anglo-saxon. Et un grand héros de la guerre qui fait un voyage entre Singapour et Tokyo, et avec un petit stop à Shanghai. Et ça va? C'est ça qu'il écrit. Et à Shanghai, on lui fait une fête. On lui fait une grande fête. Et quelqu'un dans cette fête, un officier, dit oui, c'est vraiment dommage que tu vas mourir dans cet accident horrible. Il dit quoi? Spoiler. Il dit quoi? Il dit oui, oh désolé, je dis ça, on te voit, désolé, vraiment, désolé, je veux pas vous perturber. Il dit non, dites-moi, merci, toute l'anecdote. Alors, oui, j'ai vu dans un rêve un avion qui s'écrasait, qui a chuté. Voilà. Et là, il y avait des morts. Et parmi ces morts, il y avait vous. Je suis vraiment désolé, mais il y avait votre visage. Je suis vraiment désolé. Et
Ok, dit Sir Godard. Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Il a dit oui, il y avait votre soldat, vos soldats, mais il y avait aussi 2 hommes et une femme, et non, alors civils. Il dit ok, alors dans ce cas, c'est pas vrai, parce que moi je sais que l'avion va partir demain avec mes camarades, mais il n'y a pas d'autres personnes qui vont. C'est pas moi. Et dans la soirée, voilà, une personne vient et lui demande, alors un homme très riche demande, est-ce que c'est possible, j'aimerais aussi aller à Shanghai, est-ce que je peux vous joindre? Il dit, mais bien sûr, on ne peut pas le refuser, et bien sûr, et après une autre personne dit la même chose, et voilà, aussi quelqu'un de très important, est-ce que je peux vous joindre dans l'avion? Mais bien sûr, Godard était aussi un homme très correct, et voilà, il ne pouvait pas dire non, bien sûr, ça serait pas... Police, c'est pour ça que je pense qu'il est anglais. Il dit, bien sûr, et il dit, ok, 2 hommes. Pas de femme, c'est normal. Un de ces hommes dit, c'est aussi très bien raconté. Un de ces hommes dit, est-ce que ça vous dérange si ma secrétaire vient aussi? Et là, il dit, non, bien sûr que non, il ne peut pas refuser, ce ne serait pas gentleman. Il ne peut pas refuser, c'est un anglais, c'est sûr. Non? Et voilà, ok, allez, la secrétaire, elle vient. Et là, il dit, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je fais? Si j'annule tout, si j'explique aux gens, quelle réputation ça va donner? Quelle mauvaise réputation ça va donner à l'armée qu'un pilote, un héros aussi important que moi croit à ces choses. Alors il dit non, je suis prêt à mourir. Mais quand même, tant pis pour eux. C'est-à-dire, il a fait un grand soupir, on dit. Il a poussé un grand soupir pour le destin des autres. Il peut rien faire. Il est coincé. Mais eux, ils vont mourir. Lui aussi, mais eux. Et là, l'avion, voilà, part avec tout le monde. Et au début, tout est clair, tout est bien. Et bien sûr, qu'une grande, tempête arrive. Et voilà, tout ce qui était raconté dans le rêve se réalise, arrive peu à peu, et il voit déjà le rocher que l'officier a décrit, là où l'avion s'écrasa, et dans le rêve. Et là, pour un miracle, l'avion il s'écrase, mais tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. Et après, il écrit à ce monsieur, voilà, et c'est qu'il est très souvent qu'il raconte une anecdote, après il donne son interprétation. C'est à partir de cette interprétation, en fait, qu'on voit sa théorie de la parapsychologie, parce que là où il parle de la théorie, on ne voit pas sa théorie. Il raconte des théories des autres. Mais là, dans les anecdotes, chaque fois on voit son point de vue, on comprend le séclinisme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est exactement une situation où l'avenir est déjà déterminé. Mais il y a cette fenêtre d'ouverture, il y a une possibilité de changer une chose. Mais comment on peut le faire? Avec la force de la prière. C'est ce soupir que le pilote avait pour les autres, pas pour lui, pour les autres, a sauvé tout le monde. Et c'est marqué dans le Talmud ou le Mishnah, je ne sais pas, que tu reçois une récompense de Dieu pour ce que tu pries pour les autres, pas pour toi-même. La force de la prière pour la bien-être des autres, c'est quelque chose qui peut te sauver toi-même. Et Zeitlin finit avec cette explication, alors après cette explication, il donne une autre paragraphe très touchante, très difficile, sur l'anéantissement. L'anéantissement. Où ils disent, mais est-ce que c'est pas vrai? Tous ces mères qui se priaient justement pas pour eux, mais pour ses enfants,
cette force énorme de prière pour sauver pas soi-même, mais pour sauver des autres. Pour lui, c'est sûr que la force de prier pour les autres est beaucoup plus forte que la force de prier pour soi-même. Et voilà. Comment on peut expliquer ça? Voilà, ça reste dans l'occulte. Ça reste dans le non explicable. C'est-à-dire, finalement, il n'a pas de réponse. Finalement, il tombe dans cette aporia. Voilà, je n'ai donné que ça. Il donne aussi d'autres anecdotes très difficiles. Surtout, les plus difficiles sont des épisodes de la guerre. Et c'est des choses horribles. Et voilà, j'ai décidé de ne pas donner ça parce que voilà, c'est horrible. Là, c'est lié à sa théorie. Alors, je vais vous expliquer ça parce que aussi l'histoire, en fait, c'est-à-dire, c'est une réflexion à partir d'une autre anecdote. Très bien. Alors, et voilà. Ça, c'était le problème de la proscopie. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait ce qui va arriver? Je vous donne peut-être quelques remarques sur la forme. Alors, la forme est très, très, très bizarre. Okay? Les livres sont très éclectiques. Il y a des pages où il donne des théories des autres, des résumés, avec des longues citations, et des anecdotes aussi de sa propre vie, des gens, des témoignages qu'il connaît, pour montrer qu'en fait c'est comme ça et c'est comme ça. Et c'est très difficile de suivre. C'est pas difficile de suivre, mais c'est très difficile de dire, voilà, point 1, 2, 3, Oui, de classer sa pensée. Au milieu, il y a un recueil des anecdotes. Et là, il écrit très clairement que c'est exprès qu'il n'a pas classé ni catégorisé. Ça doit rester comme ça, dans l'ordre de, pas hasard, bien sûr que non, mais l'ordre non, voilà, parce que l'ordre qui se donnera, qui se donnait, l'ordre qui se produisait, c'est l'ordre qui dit quelque chose, qu'il veut pas, il veut pas le changer, il veut pas, voilà, l'arranger. Il dit ça sur cette portion au milieu des anecdotes qui existent dans les deux bouquins, deux livres, mais en fait, on peut le dire aussi sur tous les livres, parce que l'ordre, c'est pas la chose la plus forte dans ces livres. Parfois, on peut même, il y a quelques textes qui n'ont pas vraiment un grand rapport avec la parapsychologie. Par exemple, il y a un essai à la fin du premier volume sur Rudolf Steiner et l'anthroposophie, qu'il explique très bien. Il explique quels sont les mérites de cette théorie et il le critique aussi. Il la critique, mais le rapport avec la parapsychologie, c'est-à-dire il y a des rapports avec la parapsychologie et l'anthroposophie, il le dit au début, mais après il ne parle pas de la parapsychologie. On a un peu l'impression qu'il a écrit cet essai, il a décidé de le collectionner dans ses volumes, c'est aussi des volumes très tardifs, et le deuxième en fait il est sorti à l'année de sa mort, oui, 73. On peut aussi dire, pour moi, qui est vécu en Israël, alors pour moi, les deux volumes, 67 et 73, hein, voilà. Est-ce qu'il y a aussi un signe, les guerres de Zeitlin. Mais voilà, il y a même quelques poèmes parapsychologiques en hébreu à la fin du deuxième volume. Et ils sont beaux, je sais pas, il n'y a pas assez des hébreux, je pense que ça ne va pas la peine. Si, non. Je veux pas, je dois dire aussi que l'expérience de lire est très bizarre. Parce que parfois c'est très intéressant, mais c'est aussi très violent. Parce que c'est vraiment idiosyncratique. C'est très important aussi de dire, je voulais le dire, qu'il n'essaie pas d'introduire la parapsychologie d'une manière raisonnée aux lettres hébraïques. Ce n'est pas une manière de dire, voilà, il n'y a pas assez d'écrits sur le sujet en hébreu, voilà, je vais introduire. Non, il écrit en hébreu parce que c'est l'Oshinkoïd. Il écrit en hébreu parce que c'est la langue du sacré, c'est la langue, c'est une des langues qui, en fait, pour lui, c'est la même, comme Yitzhak a écrit sur notre exposition. C'est-à-dire, c'est clair pour lui,
il n'écrit pas aux Israéliens, c'est très clair. Il n'écrit pas pour les hébraophones du présent. C'est un vrai exemple de l'hébreu diasporique, si vous voulez. Oui, et c'est aussi un hébreu très, très spécial. Mais ce n'est pas un livre qui est écrit pour être vraiment lu. Peut-être. C'est-à-dire, je vais faire une petite critique. Si on compare ça avec les recueils hassidiques, des anecdotes, il manque chez Zeitlin, ici, pour moi, l'enthousiasme, la folie. Il y a quelque chose qui est à la fois dans le pensée très libre et très, voilà, et non classable, mais aussi très sec. Les longues citations. C'est comme un chercheur un peu qui est partout et qui donne beaucoup de notes de bas de page. Et il manque pour moi l'enthousiasme, il manque l'exaltation, il manque quelque chose. Il ne montre pas son sujet. C'est pas un travail très poétique, c'est un travail très... C'est un peu technique. C'est hyper technique parfois, et les perles sont à chercher là-dedans. C'est par ici, par là. Mais quand on lit comme ça, c'est hyper technique. Mais, je sais pas, on n'est peut-être pas encore en question. Et peut-être pas encore. J'aimerais, pour conclure, et j'espère que je n'ai pas oublié des choses très importantes. Pour conclure, je vais vous faire écouter une troisième chose. C'est un enregistrement d'Aaron Zeitlin d'un interview qu'il a fait avec, que Avram Tabachnik a fait avec lui. Aaron Tabachnik, un écrivain yiddish qui a fait beaucoup d'interviews avec plusieurs écrivains. C'est très intéressant d'écouter cette interview qui a été aussi publiée en texte dans la Golden Ecke, la chaîne d'or de Sutzkever. Et on voit que les deux se battent. C'est-à-dire, c'est très clair que Zeitlin veut parler du mystère, du mysticisme, il veut parler de son approche, et Tabachnik veut parler des formes classiques de la poésie européenne. Et c'est intéressant en fait d'écouter toute l'interview qui est en ligne, je vous recommande, pour voir voilà, comment Zeitlin est vraiment en conflit permanent avec ce milieu qui a d'autres termes, qui a d'autres catégories de l'analyse littéraire. Et voilà. Et, il parle un peu, j'aimerais terminer avec ça parce qu'il parle aussi du rapport entre le mystique, le surnaturel, l'autre réalité et la création littéraire. Oui, quand même. Alors, on va essayer d'ici. Gesehen an Netzberg Kim hat versteht sich gesagt, dass Poesie darf aufwecken den ungesehenen Mensch. La poésie doit révéler l'homme invisible. Sie darf umzukommen mit dem ungesehenen Univers. Parce qu'elle a à voir avec l'univers invisible. La poésie a à voir avec l'univers invisible. Das Ungesehene ist nicht etwas, was ist illusorisch. Es ist die Realität. Und das ist nur Strom, ein Mystiker, die sind einfach ein Realist oder schon der Realist. Ich habe gesagt, dass Poesie darf aufwecken den ungesehenen Mensch. Sie darf umzukommen mit dem ungesehenen Univers. Das Ungesehene ist nicht etwas, was ist illusorisch. Es ist die Realität. Und das ist nur Strom, ein Mystiker, die sind einfach ein Realist oder schon der Realist. Das Ungesehene ist nicht etwas, was ist illusorisch. Okay? C'est très difficile avec la pluie et notre système. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Des hasards. Et alors, ce qu'on ne voit pas, l'invisible, c'est pas l'illusoire. C'est pas l'illusoire. Et le mysticien, c'est le plus grand réaliste. Okay? C'est-à-dire, le mystique, c'est le plus grand réaliste.
l'autre réalité, la parapsychologie, les phénomènes supernaturels, surnaturels, ne sont pas non réels ou sous-réels ou surréels. Ils sont le réel. Et le travail du poète, c'est de montrer cette réalité vers laquelle presque tout le monde est aveugle. Je pense que c'est ça que nous avons entendu. Alors, merci beaucoup. J'ai fini. Et on prend quelques questions. Je dis déjà que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre à tout. Compliqué. Isabelle? Non, Isabelle Rosette. Isabelle. On a deux Isabelle dans la salle. Est-ce que c'est un hasard? Certainement. Isabelle, une question que je vais comprendre. Courte et compréhensible. Oui. Je me demandais si, puisqu'il est kabbaliste et fils de kabbaliste tout de même, si Tsaïtine établissait la relation entre ce que devait faire la parapsychologie, c'est-à-dire rendre compte finalement de la réalité, et la théurgie de la Kabbale. Oui, tout à fait. Alors, Et on voit- comment il en rend compte? oui, il y a un chapitre aussi sur la théorie parapsychologique dans le Chabad. Et c'est très clair que l'idée de Zalman Schneer, l'idée que, on peut l'appeler panenthéisme, oui, l'idée que Dieu se manifeste partout. Et, non, c'est panthéisme. Il y a panthéisme, panenthéisme. Parfois, il y a des confusions. On peut dire, parfois on dit panthéisme pour panenthéisme, mais Wikipédia va régler ça. Et voilà, cette idée que le transcendant est partout, que le mystique est partout, et c'est une vision kabbalique, parce qu'il y a aussi la vision contraire de Braslev, de la Tzimtzem, l'idée qu'il y a des endroits sans Dieu, qu'il y a des endroits dans la réalité où Dieu pas vraiment disparu, mais il est comme s'il est par là pour qu'on puisse avoir la création. C'est le contraire. Voilà. Alors, il n'attaque pas vraiment ses pensées, ses idées dans le bouquin, mais c'est clair qu'il dit qu'en fait, il montre comment la terminologie, par exemple, hassidique kabbalique de Chabad, en fait, a dit les mêmes choses que tous les autres grands théoriciens de la parapsychologie ont dit plus tard. Il montre comme il donne des mots et des termes hébraïques qui sont pour lui équivalents aux termes comme télépathie, etc. Et c'est vrai, c'est-à-dire on peut aussi lire les anecdotes hassidiques aussi par d'autres courants hassidiques, et on voit les mêmes en fait répertoires, et on répertoire très très similaire de phénomènes parapsychologiques. La relation maintenant entre cette littérature plutôt hassidique et la Kabbale, je laisse ça aux personnes qui savent quelque chose sur la Kabbale. Moi, je suis trop jeune. 33 ans. Excuse-moi, ça amène une deuxième. Excuse-moi, mais ça amène une deuxième question. On verra s'il y a une autre personne qui veut poser une question. Et sinon, on va revenir. De toute façon, on va revenir vers Elisabeth. Oui. Oui. En t'écoutant, je pensais à Walter Benjamin. Bah oui, évidemment. Oui, C'était Oui, évidemment. C'est la question d'Isabelle. Oui. Non, c'est-à-dire que j'étais en train de lire tout ce que Benjamin a à dire sur l'importance du récit oral et de ce qu'il a à dire sur la communication que nous perdons en perdant cette tradition orale de récit à répétition, 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 de génération à génération et de formulation à formulation dans les anecdotes
je me posais la question de est-ce qu'il a commenté quelque chose, est-ce qu'il reconnaît une affinité là? Il ne parle pas vraiment de ça, non. Il ne parle pas vraiment de ça. Et c'est plutôt, en fait, son approche vis-à-vis des anecdotes, c'est un peu une approche d'un yiddishiste. Pas d'un hébraïste, d'un yiddishiste. Tout doit être rassemblé. Toutes les anecdotes, chaque chose qui a quelque chose à voir avec son sujet, peu importe, juif, pas juif, important, moins important, très très vaste ou même petit et anecdotal, tout. Voilà, si tu veux, c'est un sort d'un folkloriste de la parapsychologie. Et il n'y a pas beaucoup de lamentations sur le fait que les anecdotes qui sont passées d'une génération à l'autre oralement sont perdues. Je n'ai pas vu ça. Dans le discours de Zeitlin. Désolé. Peut-être, mais moi je n'ai pas vu. Peut-être je ne peux pas avoir. Et voilà. La communication avec les esprits, ça évoque pour moi tout de suite Swedenborg. Et donc, je serais curieuse en fait de savoir si dans ces recueils, il en parle, est-ce qu'il écrit un article sur lui, est-ce qu'il se positionne je me en souviens de ta opposition question, c'est... Il faut qu'elle écrit là-dessus, parce que moi je me souviens, je parle... Moi, j'ai parcouru ça il y a 30 ans. Oui. Je me souviens presque de rien. Dans la poésie, la communication avec les esprits existe. Dans la poésie, oui, elle est plus présente à mon esprit que les volumes de parapsychologie. Et dans les poèmes, par-ci, par-là, vous avez en effet des dialogues, des influences entre... Et le dédoublement aussi, très souvent, le dialogue lui-même avec son corps astral, lui à Varsovie, dans l'appartement qu'il occupait avant la guerre, en train de se voir, depuis Varsovie, où il n'est plus, en train de se voir 20 ans plus tard à New York, où il est, mais il se voit de New York à Varsovie en se voyant de Varsovie à New York. C'est compliqué, mais là, son épouse qui est morte, qui est disparue, et qui l'attend chez lui, et qui ne le reconnaît pas lorsqu'il arrive, mais c'est elle qui pensait que lui, il était arrivé quelque chose, qu'il n'était plus là, et c'est pas lui qui sait qu'elle est morte, qui ne la reconnaît pas. Et il y a ce type de dialogue, et aussi, bien sûr, des grandes figures du judaïsme du passé qui apparaissent en quelque sorte, qui dialoguent ou qui exercent une influence très directe, très palpable sur des gens d'avant ou d'après. Mais dans les écrits parapsychologiques lui-même, ils sont presque tous effacés de notre tête. Il y avait autre chose, puisque j'ai ouvert la bouche, et il y a aussi souvent chez lui, et ça je l'ai vu dans quelques essais en yiddish aussi sur des sujets parapsychologiques, et la vision de l'enfance, la vision de sa propre enfance. Mais pas un souvenir ou une évocation, mais le fait d'être... il a aussi des témoignages de toutes sortes de témoins du passé qui ont écrit sur le fait de revivre leur enfance, de redevenir, pour un certain temps, d'être dans une scène de leurs premières années et d'être complètement là, pas un souvenir, pas une évocation, pas une nostalgie, mais tout simplement d'être là de nouveau. Et c'est le sens de ces poèmes de Bialik qu'il cite, où Bialik décrit aussi une sorte de sur les nains. Oui. Ok, Cécile. Oui. Je me demande, mais c'est peut-être aussi pour Yitzhak, comment son père aurait pris la chose, tout cet intérêt. Alors, il y a quelques anecdotes sur Hillel Zeitlin. Et alors, Yitzhak
peut peut-être parler plutôt de la position, disons, théorique de Hillel là-dessus, mais dans les anecdotes qu'il donne, c'est très clair qu'il est allié avec son père, et son père a le même sentiment qu'il y a il raconte des phénomènes, et ça veut dire il ne brise pas de phénomènes parapsychologiques, et très souvent, c'est par exemple, voilà, c'est Zeitlin et son père contre le Brenner, le rationaliste, ou voilà, des anecdotes comme ça, mais il faut qu'est-ce que Zeitlin a écrit sur la parapsychologie. Moi, je n'ai pas lu tout Zeitlin dans le centre, et j'ai lu quelques-uns de ses articles dans des moments, tout sur littérature et pas sur autre chose, et j'ai lu son livre Le Pardes Achassidut de Kabbalah, mais là il explique ce que pensait le maître chassidique, et il explique son point de vue sur la Kabbalah, et il ne s'attarde pas sur des anecdotes qui touchent d'autres personnes. J'ai lu aussi son Yiddish, son Adolfreis en Yiddishkeit, mais ça c'est un pamphlet adressé à la jeunesse juive de Pologne aux alentours de la Première Guerre mondiale pour l'amener à la foi, pour faire jurer de toutes ces idoles politiques qu'ils servent, donc ça ne touche pas du tout à ces sujets. Et de même, là encore, les livres que j'ai lus, mais c'est toujours consacré au chassidisme de Chabad et de Breslev, et pas à cette anecdotaire. Je prends une question d'Annie. Oui, mais je ne suis pas sûre si je peux demander en français. Tu peux demander en yiddish? Oui, tu peux Je vais répondre en traduire. français, oui. Ja, es ist mir sehr interessant, was Zeitlin hat also lieb gehabt Myers, wenn es gewinnt so entgegen gucken dich auf Parapsychologie wie Wissenschaft, weil Myers gewinnt ein von den Gründern von Parapsychologie wie Wissenschaft. Ich meine, ich habe besser verstanden nach der letzten Rekodierung, wenn hat geredet wegen der ungesehener Mensch, weil Myers hat geforscht, ein Phänomen, wenn ein Nefesh von einem toten Mensch ist ein reiner, lebendiger Mensch. Und hat seine Theorie ist gewesen, es ist nicht gewesen der Nefesh von einer Tote, es ist gewesen ein Teil von der Nefesh von der Lebendigen, was hat nicht allein gewusst von dem früher. Und und das ist gleich wie ein ungesehener Mensch, aber es ist später, es ist demselben Gedanke, ich meine, was hat sich entwickelt in Psychoanalyse. Und es ist geworden etwas wissenschaftlich und nicht. Und ich bin voll interessiert zu hören, ob Zeitlin hat geschrieben wegen dem, was hat gesagt, weil ich meine, es ist euch gewesen, ein von den Freuen, die Freude, was es ist gewesen, ein Skandal wegen dem mit Myers. Ich meine, sie ist gewesen, ein von seinen Themen, von seiner Forschung. Ja, ich bin voll interessiert zu hören, ob Zeitlin hat euch gemacht einen Unterschied wegen der Forschung von Teute oder von Lebendigen und also, ja, wie hat so lieb gehabt Myers, was hat geguckt auf dann wie Wissenschaft. Oui, je vais traduire la partie de la question que j'ai compris. Non, peut-être la partie de la question que je peux plutôt répondre. Parce que le deuxième, il faut que tu m'expliques davantage. Alors, comment c'est possible que Zeitlin a adoré tellement l'œuvre de Frederick Myers et en même temps, il ne veut pas faire de la parapsychologie une science. Et Myers était le premier, en fait, un des premiers fondateurs de la parapsychologie comme science. Alors, voilà
le paradoxe, et voilà ce qui rend ces bouquins très bizarres de manière générale. Parce qu'on peut dire la même chose sur Tseklin lui-même. C'est ça, c'est-à-dire, au lieu d'écrire un livre très littéraire, où il parle de phénomènes parapsychologiques d'une manière, disons, comme il le fait dans sa littérature. Oui, là je peux comprendre. Il écrit quelque chose qui est, si tu veux, une mauvaise science, ou une science pas selon, disons, les mêmes critères que tous les autres. C'est-à-dire, ça ne suit pas les critères scientifiques normaux, mais le langage, la rhétorique, la présentation donne vraiment l'impression qu'on lit un traité scientifique. Oui? Et c'est comme, voilà, ces deux bouquins très lourds qui donnent une science de la parapsychologie en disant tout le temps que, en fait, il ne faut pas trop faire de ça une science. Et je crois qu'il y a, moi, j'ai senti cette mal à l'aise, pas parce que j'ai un problème avec les paradoxes ou les contradictions, très bien les contradictions, mais parce qu'il y a quelque chose de très bizarre dans son approche, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est, comme je l'ai dit avant, très sec, très non intuitif à la présentation de la matière. C'est-à-dire, il présente la matière, il collectionne, commente, et fait des recensions et des résumés d'autres scientifiques ou d'autres parapsychologistes, d'une manière qui est... J'ai vraiment l'impression que Tseklin aurait été le premier de le critiquer. Tu vois? Si on aurait donné à Aaron Tseklin ces deux bouquins, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit sur la parapsychologie, je crois qu'il aurait dit non, ça, non, il cherche un système, il cherche ça. J'ai un peu l'impression, voilà, d'une chose qui est contradictoire. Là. Oui. Mais tu as dit tout à l'heure que ta lecture de Jacob Jacobson était différente depuis que tu as lu ces deux manuels. Oui. Moi, j'ai assisté aux 3 conférences et je trouve que ta conférence a complètement complété les 2 autres et illustré. Est-ce que Tseklin n'aurait pas tout simplement écrit quelque chose pour expliquer son œuvre littéraire au cas mais oui, mais pour donner des clés, peut-être qu'il n'arrivait même pas à dire tout ce qu'il avait à dire. Et pour moi, c'est presque un... Tout à l'heure, j'ai demandé à la bibliothèque Mesdames Rousseau s'il y avait des interviews. Parce que... Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de s'expliquer? Alors, oui, je pense que cette interview avec Tapachnik, il est bien. Parce qu'on voit vraiment qu'il essaye d'expliquer en conflit permanent contre son interviewant. Et si tu veux, on peut le résumer comme ça. Et je vais essayer à répondre à tes questions, à vos questions, mais ce n'est pas les bonnes questions. Okay? Pour me comprendre, il faut me poser d'autres questions. Les questions que vous posez, il ne dit pas ça, il est très poli, mais on le voit, on peut entendre que voilà, et l'approche avec laquelle on vient comprendre Tseklin comme tout un autre écrivain, et non, c'est pas l'approche, c'est pas la bonne approche, c'est pas la question, c'est d'autres questions. Oui, moi j'ai senti ça, comme si Tseklin de nos jours viendrait à une émission littéraire et expliquer pourquoi il écrit ce qu'il écrit. Et peut-être que... Mais il le fait, mais c'est l'ensemble. Alors oui, peut-être il va avoir une autre réponse, mais moi je crois que c'est l'ensemble. Je crois que lire ses interviews, mais aussi lire ses articles, mais lire aussi ses pièces, lire ses poèmes. En fait, il dit très souvent, quand l'interviewant dans cette interview lui demande quelle est votre définition de la poésie. Parce qu'il y a des poètes qui donnent une définition, il y a des poètes qui refusent de donner... Oui, c'est très chiant. Il y a des poètes qui refusent de donner des définitions,
quelle est votre définition? Est-ce que vous êtes d'accord à essayer de donner blablabla? Et à la fin, il dit, mais je donne énormément, j'ai donné déjà plusieurs fois les définitions de la poésie dans ma propre poésie. Allez lire ma poésie, tout est là. Et aussi dans cette interview-là, j'ai donné plusieurs définitions, mais vous ne voulez pas écouter les définitions, hein, parce que les définitions sont différentes de la manière que vous... C'est-à-dire, et je crois que... Bon alors, quels sont les poèmes de la liste là, qui sont porteurs de cette pensée? Les poèmes et parapsychologiques. Alors il dit... Alors Yitzhak m'a donné une liste plus longue, mais lui, il écrit dans un passage, il dit qu'il y a des gens qui m'attaquent, qui me disent « Pourquoi tu ne parles pas de tes propres expériences parapsychologiques ?» Il dit « Si, je fais ici et par là, j'écris un peu là-dessus, mais quand même, dans ma poésie, on peut le lire beaucoup, dans mes poèmes. Par exemple, il cite un seul poème, c'est Spiegelungen. Oui, Spiegelungen, il y a Spiegelungen et après Spiegelungen 2. Et là, on peut alors, j'attends ta traduction, Batia, pour l'inclure dans notre programme, parce que là, c'est très clair. On voit très bien le rapport avec ce qu'il écrit et dans les livres. Mais voilà, moi j'ai décidé, au lieu de donner ça, de donner Jacob Jacobson. Et là, je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais moi je crois que c'est exactement les mêmes phénomènes, les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes préoccupations qui sont les préoccupations de sa théorie, qui n'est pas vraiment une théorie, qui est anti-scientifique et quand même scientifique. C'est le livre sur la parapsychologie. Voilà. Là, tu as traduit Urpunkt. Ah voilà. Urpunkt, c'est un bon exemple. Un souvenir personnel d'une opération chirurgique à laquelle il s'est soumis à l'âge peut-être de 15 ou 17 ans. Je ne sais pas si c'était l'appendice ou autre chose, mais lui, il se souvient d'avoir vu son âme à l'extérieur de lui. Et il se souvient d'être sorti de lui-même. Il le décrit dans un poème pas trop long. C'est pas une vingtaine de lignes. Pas de ses expériences. Ok, voilà, on va donner la dernière question à Joseph et l'autre, on va le faire à la cafétéria. Hein? Joseph. Je voulais savoir si c'était intéressé à l'alcool ou aux drogues, comme moyen d'expression peut-être de rêve parapsychologique ou... Oula. Parce que tu as Je me dit le souviens mot pas. cafétéria. Oui, je ne me souviens pas qu'il a parlé de l'alcool, de drogue ou de l'absinthe. Il finit par contre, il finit le premier volume par un discours sur la danse. La danse et la trance. Et ce qui est bien pour nous, les schistes, il commence par les danseurs, et c'est pas primitif, ou le danseur aujourd'hui dans les tribus en Afrique, et il parle de la trance, et il finit par la danse, et la trance à travers la dance, qui intéresse aussi pour toi, et, non, okay. Et dans les pièces de Yitzhak Leibush Peretz, voilà, die Goldene Kate, Benacht auf Alma. Voilà. Et c'est très bien, parce qu'il ne parle pas du tout de la distance que Peretz a peut-être eue, pas du tout. C'est-à-dire, pour lui, il finit, comme beaucoup d'écrivains ont fini avant lui leur écrit, il finit par la longue, belle citation de Goldene Kate, de Reb Shloime, c'est-à-dire, ça donne enfin très yiddishiste, si vous voulez, au premier bouquin, et justement sur la danse et la trance. Je n'ai pas répondu à la question de Joseph, mais je donnais une information très importante quand même. Alors, je vous remercie beaucoup. Il y a une autre question qu'on va poser dans la cafétéria avec du café. Alors, merci beaucoup. Je voulais vous dire que donc, gardez tout ça bien à l'esprit, car la prochaine rencontre avec Aaron Seitlin est au mois de mars pour le printemps des poètes.
Donc ce sera une lecture des poèmes traduits par Batia Boum qui paraîtront cette année aux éditions Bibliothèque Medem. Il y aura des lectures en français et en yiddish par Batia Boum, Talever Ribowski, sur la musique à l'art de Cécile Messer-Ever. Je crois que c'est le 12 mars. Non, le 19 mars, pardon. Donc, repensez à tout ça, regardez l'exposition et à très bientôt. Merci.